Nous ne pensons pas que Poutine veuille sérieusement négocier. Donc, selon nous, la clé se situera sur le champ de bataille au cours des 6 prochains mois. Il s'agira de le mettre en échec, lui et son orgueil démesuré, de lui faire comprendre qu'il ne sera pas seulement en mesure d'avancer plus loin en Ukraine, mais qu'à chaque mois qui passe, il court le risque de perdre tout le territoire qu'il a engrangé. Alors justement, Jacques Beau, par rapport le Daghestan, ça n'a rien à voir, c'est ce qui s'est passé au Daghestan. Alors, ça n'a probablement... Alors, oui et non, parce qu'en réalité, lorsqu'on lit, j'avais déjà cité d'ailleurs sur votre chaîne au tout début de l'opération militaire spéciale, ce rapport de la Rand Corporation de avril 2019, qui prévoyait un certain nombre de mesures pour affaiblir la Russie, parmi lesquelles ce qu'on a observé depuis 2 ans, et puis ce qu'on a observé, mais de manière un peu sporadique, c'est-à-dire l'augmentation de la tension en Asie centrale. Et c'est ce qu'on observe aujourd'hui avec le Daghestan. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur ma chaîne. Alors, en me levant ce matin, l'actualité était très riche, j'ai déjà fait plusieurs vidéos. Là, on va commenter les attaques terroristes qui a eu lieu en Russie. Donc sans plus tarder, nous allons découvrir ensemble qu'est-ce qui s'est passé selon le résumé de France 24 et après je vais commenter. Sur ces images amateurs, des hommes habillés en noir ouvrent le feu sur un lieu de culte. Rapidement, les secours et la police interviennent. Pendant de longues minutes, des tirs retentissent dans la ville. Dimanche, la République russe du Daghestan a été la cible d'attaques meurtrières. Des églises orthodoxes et au moins une synagogue ont été visées à Makhatchkala, la capitale, et dans la ville côtière de Derbent. Plusieurs victimes sont à déplorer, dont un prêtre orthodoxe et des policiers. Les services concernés et les forces de l'ordre ont travaillé rapidement, mais malheureusement il y a eu des pertes. Nous présentons nos sincères condoléances aux familles dont les fils et les frères sont décédés. D'après le comité anti-terroriste russe, les assaillants ont été tués. Une enquête criminelle pour des actes terroristes a été ouverte. Le dirigeant du Daghestan a affirmé que la guerre arrive dans nos maisons. Une phrase qui semble faire référence au combat en cours en Ukraine. Pour l'heure, rien ne permet de connaître l'identité des tireurs, ni leur motivation ou leur idéologie. L'administration locale a décrété un deuil de 3 jours au Daghestan, une région russe à majorité musulmane, voisine de la Tchétchénie et théâtre de nombreuses opérations contre des cellules islamistes. Alors, vous venez vous-même de voir ce qui se passe au Daghestan, une république de la Fédération de Russie. Moi, la chose que je trouve bizarre dans tous ces événements qui arrivent, c'est que ces endroits-là, la Russie, le Daghestan, ces républiques, là où les musulmans vivaient avant, c'est un endroit où, ou en tout cas c'est un pays où les musulmans vivent en harmonie avec les orthodoxes. Soudainement, depuis ce truc-là en Ukraine s'est passé, et surtout, depuis, souvenez-vous, le boss de la CIA a dit qu'on allait contraindre la Russie à arrêter cette guerre. Est-ce une prophétie? En tout cas, cela a été dit, il faut faire mal à Poutine et vite. C'est en ces termes que le patron de la CIA, hier, s'est prononcé. Il voit ainsi la suite de cette guerre. Visiblement, pour les Américains, il est grand temps que le maître du Kremlin arrête de menacer le monde et de préférence en payant le prix fort. Une déclaration choc faite hier qui montre bien le degré d'exaspération de Washington, mais surtout la volonté de la Maison-Blanche d'arrêter au plus vite cette guerre. On écoute le patron de la CIA. Nous ne pensons pas que Poutine veuille sérieusement négocier. Donc, selon nous, la clé se situera sur le champ de bataille au cours des 6 prochains mois. Il s'agira de le mettre en échec, lui et son orgueil démesuré, de lui faire comprendre qu'il ne sera pas seulement en mesure d'avancer plus loin en Ukraine, mais qu'à chaque mois qui passe, il court le risque de perdre tout le territoire qu'il a engrangé. Et pour cela, le président Biden l'a dit clairement, nous devons fournir tout le soutien possible. Soudainement, nous avons ces types d'attaques qui se manifestent en Russie. La première fois, il y a l'attaque qui a eu lieu à la salle de spectacle.
dont la Russie a déterminé que les auteurs étaient en train de fuir vers l'Ukraine. Ici, nous avons à nouveau une attaque, mais ce tour-ci tournée vers l'Église orthodoxe, donc la religion majoritaire en Russie. Peut-on y voir une tentative de déstabilisation de la Russie? Pourquoi ces gens-là ne s'en prennent-ils pas aux institutions de la Russie? Pourquoi ils vont attaquer des institutions religieuses? Quelqu'un voudrait-il radicaliser la partie majoritaire de la population qui est orthodoxe contre les minorités musulmanes de la Fédération de Russie et ainsi créer le trouble dans la population russe et mettre en difficulté Vladimir Poutine? Parce que c'est comme ça que moi, je le perçois en tout cas. À faire dire aux gens ou aux élites russes que la guerre est en train d'arriver sur leur territoire, comme a dit le président du Daghestan. Parce que jusqu'à maintenant, Vladimir Poutine a presque réussi à contenir cette guerre aux frontières de la Russie. Donc moi, je ne sais pas qui est derrière cette attaque. Je ne sais pas si on le saura, parce que les Occidentaux ont sans doute compris la leçon par rapport à la première attaque qui avait eu lieu à la salle de spectacle. Si vous vous souvenez bien, tout de suite, tous les médias occidentaux ont essayé d'imposer les auteurs avant que les Russes aient même commencé à enquêter. Et ils ont essayé de maintenir les auteurs de la eux désignés comme les auteurs de la... L'auteur désigné était l'État islamique, qui s'était lui-même proclamé auteur de la... Probablement que les gens ils ont compris que peu importe ce que l'on met dans les médias occidentaux, cela n'a pas d'emprise sur le narratif russe, que les Russes raconteront ce qu'ils veulent. Probablement que là, on attend de voir quelles seront les premières conclusions ou les premiers faisceaux d'indices que les Russes vont relâcher. Parce que la dernière fois, ça a totalement échoué. Cependant, à moi, la ficelle me semble beaucoup trop gros à mon goût. 2 attaques contre des civils et ce tour-ci contre un lien de culte en Russie en 3 mois sont des choses que on voit rarement et qu'on a rarement vues. Ici, nous ne savons pas qui sont les commanditaires, qui sont les auteurs et probablement nous ne le saurons jamais. Mais avec le recul, si vous avez suivi les événements internationaux, depuis moi j'ai commencé à les suivre à l'époque du World Trade Center, vous savez, les choses ne sont pas aussi évidentes qu'on ne le croit et surtout, bien souvent, on ne nous présente pas les choses telles qu'elles sont. Et ici, c'est peut-être pas innocent si on s'en prend à des synagogues. C'est parce que on sait que ça, c'est des choses qui n'affectent pas la tête, puisque si la tête est froide, on va réfléchir de la bonne manière, mais ce sont des choses qui affectent le cœur. Et quand le cœur est touché, les gens réagissent de manière irrationnelle. Les gens prennent peur ou les gens prennent rage. Et c'est peut-être ça qui est visé. Alors justement, Jacques Beau, par rapport le Daghestan, ça n'a rien à voir, c'est ce qui s'est passé au Daghestan. Alors, ça n'a probablement... Alors, oui et non, parce qu'en réalité, lorsqu'on lit, j'avais déjà cité d'ailleurs sur votre chaîne au tout début de l'opération militaire spéciale, ce rapport de la Rand Corporation de avril 2019, qui prévoyait un certain nombre de mesures pour affaiblir la Russie, parmi lesquelles ce qu'on a observé depuis 2 ans, et puis ce qu'on a observé, mais de manière un peu sporadique, c'est-à-dire l'augmentation de la tension en Asie centrale. Et c'est ce qu'on observe aujourd'hui avec le Daghestan. Et ça s'inscrit exactement dans un scénario parce que vous parlez du Daghestan, mais en réalité, il y a eu 2 attaques terroristes au Daghestan et simultanément 2 attaques terroristes en Abkhazie, c'est-à-dire de l'autre côté, si vous voulez, du côté géorgien. Et
Ce qui montre qu'on a une forme de coordination qui est faite là et qui va un peu au-delà de ce qu'on pourrait attendre. D'ailleurs, le Daghestan est un territoire qui est relativement calme depuis de nombreuses années. Ouais. La rébellion islamiste, parce que je rappelle que là, les soviétiques dans un premier temps, les Russes dans un second, ont combattu une révolte islamiste. Islamiste, absolument, absolument. Et donc aujourd'hui, ça avait été relativement bien géré. On se rappelle d'ailleurs la participation de milices tchétchènes, tout à fait, de Kadyrov et tout ça, de Kadyrov exactement en Ukraine. Donc il semblait que le problème ait été réglé, mais apparemment il y aurait des mercenaires islamistes qui auraient été d'une certaine manière envoyés dans le sud de la Russie pour mener des attentats terroristes. Ouais. Donc on est dans quelque chose qui semble, à ce stade, on peut pas encore tirer de conclusion définitive, bien entendu, mais ça pourrait être quelque chose qui s'inscrit dans une stratégie concertée, qui fait partie d'une stratégie que j'avais déjà évoquée. Donc il y avait 6 points dans cette stratégie, je l'ai plus exactement en tête, mais grosso modo c'est tout ce qu'on a vu, y compris d'ailleurs l'entrée de la Suède et de la Finlande dans l'OTAN, les tensions entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, tout ça faisait partie de cette stratégie. Donc on a vu ça se dérouler sous nos yeux. Donc on peut dire qu'il y a non pas une coordination peut-être, mais enfin voilà, ça fait partie d'un plan plus ou moins. Disons que il y a beaucoup d'indications qu'on soit dans le cadre d'une forme de plan et dans quelque chose qui vise à monter un petit peu le niveau contre la Russie, puisque maintenant, eh bien, on a vu après la conférence de Bürgenstock en Suisse l'échec complet de la conférence, bien entendu. En plus, la Russie n'était pas invitée. Enfin, on veut faire la paix sans un des interlocuteurs. Ouais. C'était totalement absurde, mais cette conférence avait en réalité pour objectif d'asseoir la légitimité de Zelensky dans le monde. C'était vraiment l'objectif de Zelensky. Et il n'y est même pas parvenu, puisque on a déjà pas la totalité des pays membres ou des pays participants qui ont signé la déclaration finale, et que finalement on n'a que 78 signataires ou 76. Maintenant, j'ai plus exactement le chiffre. De participants qui ont signé. Donc c'est à comparer avec les 140 membres des Nations Unies qui en février ou mars 2022 avaient condamné la Russie pour son agression. Tout à fait. Et aujourd'hui, on n'a plus que 78 pays, dont aucun pays influent, aucun pays qui aurait pu influencer la Russie n'a signé la déclaration finale de Bürgenstock. Donc en fait, juste Jacques Beau, on a l'impression que, vous dites, on ne sait pas si c'est désespéré ou pas, mais on essaye peut-être effectivement de faire des foyers un peu partout à l'intérieur de la Russie, et pour voir ce que ça peut donner. Enfin, c'est à suivre, on ne sait pas. J'ai un peu l'impression qu'on est dans une tentative, on constate que tout a échoué, et puis on est dans et c'est ces moments qui sont les plus dangereux, parce qu'on constate que tout le monde est un peu, et surtout les Occidentaux sont aux abois, parce que quoi qu'on en dise, l'avantage reste aux Russes. Eux, ils n'ont pas des avances fulgurantes sur le terrain. Et ça fait dire à certains experts occidentaux que les Russes ont de la difficulté. Alors, je veux pas dire qu'ils ont de la facilité, ça c'est pas ce qu'on va dire. En revanche, les Russes ne veulent pas avancer parce qu'ils veulent pas exposer leurs troupes non plus. Et ça a été clairement dit. On le voit d'ailleurs dans les chiffres qu'on a de l'opposition russe. On voit qu'il y a très peu de morts russes. Disons, ils ont plus le temps que les Ukrainiens aujourd'hui. On peut le dire. Ils ont plus le temps. Aujourd'hui, je dirais même que ils n'ont pas besoin de prendre l'ensemble du territoire. Ils n'ont pas envie. Prendre l'ensemble de l'Ukraine, c'est presque un cadeau empoisonné, surtout la partie occidentale de l'Ukraine. Même si aujourd'hui, les statistiques, ou plutôt les sondages qui ont été faits en Ukraine, montrent que de plus en plus d'Ukrainiens, y compris de la partie occidentale, et ça c'est important, que la partie occidentale souhaiterait avoir un accord avec la Russie. Donc, on voit que la politique menée par le gouvernement de Zelensky est en train de perdre pied. Zelensky, lui,
perd pied aussi. Si on lit attentivement la presse américaine, on s'aperçoit qu'il est de plus en plus critiqué dans tous les sens. La politique américaine, il y a eu récemment d'ailleurs un article du New York Times sur les mesures antidémocratiques du gouvernement Zelensky. Donc c'est quand même quelque chose d'assez frappant, d'autant plus qu'il mentionne des événements qu'on connaissait déjà depuis 2 ans. Donc on voit qu'aujourd'hui, je veux pas dire qu'on est en train de balancer Zelensky par-dessus bord. Je pense pas que ce soit, on n'est pas encore arrivé à ce point-là, mais quand même, on y pense. Mais Jacques Beau a changé de direction. Tout à fait. Et je vous rappellerai à ce moment-là, on va quand même regarder, je suis sûr que vous allez regarder, nous aussi, le débat Biden-Trump dans 3 jours. Parce qu'à mon avis, l'Ukraine ne sera pas absente de ce débat. Probablement, et ceci explique cela. D'ailleurs, les Américains, ou plutôt l'administration Biden aujourd'hui, constate que l'Ukraine est un échec. D'ailleurs, depuis novembre 2022, les Américains constatent que c'est un échec, et ils veulent pas que cet échec s'accentue au point de devenir un boulet supplémentaire, devrait-on dire, pour Biden lors de cette élection. En tout cas, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez apprécié, commentez, likez, partagez. Je vous dis à plus tard. Peace.